Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence à ce webinaire du jour. On va commencer par des présentations, le temps que certains et certaines puissent se connecter et nous rejoindre. Pour ma part, je suis Lisa Apadou, je travaille chez Visis depuis bientôt 4 ans. J'accompagne les entreprises qui ont des enjeux de formation à capitaliser sur les ressources, donc pour avoir des formations les plus optimales pour leur public cible. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Damien et Elliot, que je vais laisser se présenter à tour de rôle. Elliot, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je suis l'ancien de vaisseau Aubert du service de recrutement de la Marine. Et moi, je suis en charge au sein du service de recrutement de la Marine de toute la partie formation des personnels qui sont affectés dans les centres d'information du recrutement des forces armées, les CIRFA. Merci Elliot. À toi, Damien. Alors moi, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Damien Chenal. Je travaille chez Insign depuis un petit moment maintenant. Insign, c'est une agence, une société de conseil en marketing. Et notamment, on travaille sur 3 piliers. La marque, la technologie et l'humain. Et moi, je travaille plus précisément sur la partie humain, donc qui consiste à aider les institutions et les entreprises à recruter, fidéliser ou mobiliser le capital humain. Donc, ça va de la plateforme d'un value proposition, les campagnes de recrutement, des sites RH, mais aussi, et c'est le cas en l'occurrence, la formation ici des recruteurs. Mais je laisserai Elliot expliquer pourquoi. En tout cas, on travaille vraiment ce parallèle, nous, entre le marketing classique et le marketing RH. Et donc, comme il y a un réseau de centres de recrutement avec des recruteurs dedans, voilà, ça me paraissait intéressant de travailler sur ce sujet. Effectivement. Donc, à nous trois, on va parler aujourd'hui de l'optimisation du recrutement, notamment la formation des populations de recruteurs au sein de la Marine nationale. Et pour poser le contexte, justement, je te propose, Elliot, que tu puisses décrire voilà, les enjeux et le contexte initial de la formation de ces recruteurs. Donc nous, il faut savoir que dans la Marine, les militaires sont soumis au plan annuel de mutation. Donc un militaire dans la Marine est formé sur son métier initial. Donc on a 80 métiers. Il est formé donc, en tant que boulanger, mécanicien, contrôleur aérien. Et il faut savoir qu'au cours de sa carrière, il est muté environ tous les 3 ans. Nous, on a des recruteurs qui sont issus des forces, donc qui ont été formés sur un métier, mais pas sur le métier de recruteur. Donc c'est un nouveau métier qu'ils doivent apprendre. À savoir que sur nos 62 CIRFA répartis sur la France et la métropole, on a environ 250 recruteurs. Et sur ces 250, on a environ un tiers à un quart à reformer chaque année. Très, très bien. Et est-ce que sur donc la temporalité de la formation, tu as des chiffres clés? Parce que donc il y a ce recrutement qui est récurrent, mais là, le temps de formation pour que ces personnes soient opérationnelles, il est de combien? Alors jusqu'à présent, donc le PAM, le plan annuel de mutation, arrive, on va dire, fin août, début septembre, et on les réceptionnait, ces conseillers, fin septembre pour 2 semaines de formation, initialement. Ces 2 semaines de formation, elles étaient, on va dire, la base, le socle de base du recruteur, et ensuite il était formé par compagnonnage et e-learning sur les premiers mois de son affectation. Mais pour que le conseiller soit vraiment efficace à 100%, il lui fallait quasiment 8-9 mois, ce qui est énorme sur la durée de vie du conseiller en CIRFA. Effectivement. Et donc là, tu nous as décrit le contexte initial, ça permet de poser les bases. Et pour que notre auditoire, qui d'ailleurs nous salue, bonjour Noah, pour qu'il puisse comprendre aussi l'intérêt de revoir la formation des recruteurs, est-ce que Damien, tu peux indiquer dans quel sens, dans quelle mesure Insign a accompagné la Marine nationale partant des enjeux qu'on a décrits, qu'Elliot a décrits? Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le point de départ, ça a été une séance d'immersion qu'on a fait à Brest avec les conseillers en recrutement, les nouveaux. Du coup, on en a profité pour être embarqués à ce moment-là quand on a commencé à travailler pour la Marine nationale. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait une 60aine de personnes qui avaient une formation en présentiel
dans un laps de temps assez court, qui était quand même très théorique, hein, puisqu'en fait, on n'avait pas le temps de faire beaucoup de pratiques, hein, et surtout sur un métier, comme l'a précisé Elliot, qui est très nouveau pour eux, parce que ça veut dire que globalement, j'ai travaillé sur un bateau, je travaillais dans un sous-marin, je travaillais sur une base, et tout d'un coup, je me retrouve recruteur, alors qu'à la base, je n'ai aucune formation initiale, ni une formation continue pour faire ça. Et je peux faire ça au bout d'une dizaine d'années de carrière, par exemple, en ayant fait quelque chose qui n'a rien à voir, par exemple, de très technique. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire, bon, du coup, et c'est la seule formation qu'il y avait, effectivement, à part le contact avec les autres conseillers et conseillères en recrutement du CIRFA auquel je suis rattaché. Et donc, ça faisait quand même un petit peu maigre. Et le deuxième point, c'était effectivement de se dire, on a un enjeu de catalyser leur performance, puisque leur performance sur le terrain impacte directement la performance du recrutement de la Marine nationale, c'est-à-dire plus ils sont efficaces, plus ils montent en compétences rapidement, plus ça permet à la Marine nationale d'atteindre ses objectifs de recrutement. Or, comme l'a dit Elliot, un peu le constat, quand on a travaillé avec tous les différents chefs de secteur, c'est-à-dire leurs managers, en fait, ça a été de se dire, effectivement, il leur faut un certain nombre de mois avant d'être efficace sur une durée de présence à ce poste-là, qui, comme l'a expliqué Elliot, de manière complètement structurelle, parce que l'institution fonctionne comme ça, de 3 ans. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se permettre de dire il y a quasiment un tiers du temps qui est consommé pour leur montée en compétences et il restait plus que 2 tiers du temps où, en gros, ils étaient profitables à plein régime. Ah, pardon, c'est un peu raccourci que je fais, mais pour le recrutement de la marine. Donc, l'idée, c'était de se dire comment on fait plus de place à la pratique et aussi comment on catalyse, en fait, leur montée en puissance pour qu'ils soient plus rapidement efficaces et de se dire qu'au lieu que ce soit 1 an, 9 mois, 8 mois, si on arrive à les mettre à plein régime beaucoup plus tôt, au bout de 3-4 mois, en fait, c'est ça de gagner pour la Marine nationale avec des enjeux de volume qui sont importants de recrutement. Donc, un effet de levier qui est important. C'est très intéressant et peut-être pour qu'on mesure justement la plus-value de cette nouvelle formation. Est-ce que, Elliot, tu pourrais nous rappeler, nous indiquer plutôt comment se passait vraiment cette formation présentielle initiale? Elle était constituée de quoi? Quelles étaient les étapes réellement? Parce que vraiment, avoir en tête qu'un tiers du temps, lors de la présence donc, de travail de ces recruteurs était dédié à ce qu'ils soient opérationnels. Enfin, c'est quand même assez... je trouve que c'est une data, une donnée assez importante. Donc, si tu peux nous rappeler peut-être, nous introduire Oui. la formation initiale. Donc, initialement, la formation, comme l'a dit Damien, elle était sur 2 semaines. On avait une première semaine d'immersion vraiment liée au métier de la marine. Donc, les marins allaient voir les différentes forces de la marine, la force d'action navale, sous-marine, force FUSCO et Alavia, pour tout ce qui va être aéronef. Sur cette semaine, ils profitaient aussi pour passer dans les écoles de formation, pour avoir un regard. Ils y sont passés, eux, quand ils ont commencé leur carrière. Pour certains, c'était il y a quelques années, pour d'autres, ça remonte. Les bâtiments ont été remis en état, à neuf. Donc pour eux, ça leur permet aussi de s'imprégner des nouveaux locaux et pouvoir le transmettre ensuite aux candidats lors de son passage en CIRFA. Et en même temps, les forces faisaient leur petit point RH sur nous, on a besoin de plus de tel type de profil pour tel type de métier. Et elles pouvaient ensuite apporter différents éléments de réponse et surtout donner des points de contact pour ces conseillers qui ont une spécialité d'origine et qui doivent ensuite connaître tous les métiers de la marine pour pouvoir le présenter. Et ensuite, on avait une deuxième partie encore théorique avec un tout petit peu de pratique qui était liée là à la présentation du recrutement, de la chaîne de recrutement, comment on arrive à avoir un candidat qui tape à la porte du CIRFA et comment on arrive à l'accompagner jusqu'à son intégration dans la Marine nationale avec un engagement. Donc tout ça, ça prend du temps. Il y a beaucoup de données, beaucoup de raccourcis, d'acronymes. Ça, c'est lié au métier de militaire. Et après, ils avaient quelques petits ateliers pratiques, notamment sur comment accueillir un candidat qui pourrait avoir tel type de profil, mais c'était vraiment très léger, trop sommaire. Et on avait aussi une toute petite partie sur la présentation des systèmes d'information qu'on utilise en interne marine pour le recrutement. Donc, il y a beaucoup d'outils, chaque outil fonctionne différemment, mais ça fait partie de leur quotidien. Donc il fallait aussi les former sur ce métier. Super. Et quel a été
le travail avec InSign pour challenger cette formation initiale, et quelle est la proposition nouvelle de la formation? Damien, si tu peux nous en toucher un mot. Ouais, bien sûr. Du coup, par rapport à ce que vient de décrire Elliot, c'est-à-dire comment on remplit exactement la même chose, mais en même temps, c'était assez symptomatique. On peut le dire maintenant, le métier de recruteur, c'était le seul métier sur lequel, en fait, il y avait une formation relativement courte, mais sur lequel il n'y avait pas d'entraînement. Jamais on aurait envoyé quelqu'un en mer piloter un bateau, par exemple, sans d'abord lui faire de l'entraînement, sans etc., etc. Là, en fait, c'est un peu ce qui se passait. Alors, évidemment, c'est pas les mêmes conséquences si on n'arrive pas à faire un bon entretien avec un candidat ou une candidate. Là, du coup, l'idée, ça a quand même été de complètement inverser le système et de dire il y a toute une partie qui, en fait, au final, est très théorique et ne nécessite pas forcément d'être délivrée de manière présentielle pour que toute la théorie soit faite en amont et soit concentrée en amont du moment où vous allez tous se retrouver en présentiel et là, d'y mettre un maximum de pratique à l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, vous arrivez à la formation, vous êtes censé déjà avoir fait un certain nombre de modules de formation en ligne, donc sur l'outil B10 en l'occurrence, sur toutes ces thématiques-là, les systèmes d'info, le parcours du recrutement, comment se déroule un entretien de recrutement, etc. Et par contre, là, vous allez faire de la pratique, quelle qu'elle soit, et notamment avec un accent très fort, qui était minoritaire là, sur justement les relations avec un candidat ou une candidate, sur un salon, comment on fait passer un entretien, comment on gère une relation, par exemple, avec des proches, qui est quelque chose d'assez particulier dans la Marine nationale, puisque ça reste une force armée. Et donc, généralement, quand un jeune, une jeune décide d'entamer un processus de recrutement dans les forces armées, on va être honnête, ça, quelque part, ça soulève aussi des questions dans son entourage proche. Donc, il y a toutes ces choses-là que doivent gérer des conseillers en recrutement qui sont des choses assez particulières que même un recruteur, j'ai envie de dire, dans le civil classique, dans une entreprise privée ou une institution physique, n'a pas. C'est-à-dire que c'est très rare quand vous êtes un talent acquisition manager, s'il y en a qui nous écoutent, de devoir gérer potentiellement un entretien où les parents sont présents ou d'avoir un coup de fil à passer aux parents pour rassurer, etc. Dans la marine, c'est assez courant en fait. C'est pas systématique, mais c'est assez courant. Donc il y a plein de choses à assimiler, il y a plein de situations qui peuvent être très particulières, il y a plein de métiers à comprendre. Et donc l'idée, c'est bien de se dire tout ce qui peut être digitalisé, tout ce qui peut être fait, la personne peut le faire tout seul, en fait, qu'elle le fasse tout seul. Et qu'après, ils profitent des moments pour être ensemble, en fait, pour faire des exercices de mise en situation, s'entraîner de manière à avoir du coup les deux, quoi. C'est très intéressant. Effectivement, ça, c'est une méthode qui est extrapolable à plusieurs autres secteurs, de se dire que pour être dans une logique de gain de temps dans la production de la formation, se dire que tout ce qui peut être tout ce qui peut être fait en autonomie va être digitalisé pour être consommé par la personne formée. Est-ce que, parce qu'il me semble que c'est toi, Elliot, hein, qui a travaillé justement pour que le choix de ce qui doit être digitalisé soit fait. Est-ce que tu as un chiffre clé peut-être à nous donner? Quel pourcentage de la formation initiale a pu être digitalisé et quelle place occupe maintenant la partie de mise en pratique qui peut se passer réellement sur le terrain? Alors sur ce qui était fait initialement, on va dire qu'il y a la deuxième semaine qui était très théorique sur la présentation du tunnel de transformation, état-major et une partie de la technique des SI. Tout ça a été mis sur B10. Donc on a déjà gagné une semaine. Et ensuite, on a revu un petit peu notre formation dans sa temporalité. Avant, elle arrivait donc vers fin septembre, soit un mois après l'arrivée des conseillers dans leur centre de formation, dans l'ICIRFA, pardon. Donc l'idée, c'était d'amener la formation au plus tôt pour éviter les biais liés au compagnonnage avec des techniques ou pratiques qui seraient peut-être pas assez efficaces. Il faut savoir que les conseillers qui sont affectés dans les CIRFA sont volontaires. Ils arrivent sur volontariat et ils sont soit c'est un petit moment de leur carrière, soit c'est sur la fin de leur carrière. Mais ils sont tous volontaires. Et avec l'application, on a pu mettre toute cette partie en amont pour qu'ils puissent connaître l'environnement avant leur arrivée en septembre. Donc dès que les conseillers ont été identifiés et sélectionnés, ils ont eu accès à l'application pendant l'été, avant leur arrivée.
Donc, ils sont arrivés ensuite sur une partie plus théorique avec déjà la connaissance. Très bien. Et quel a été le retour justement des conseillers qui ont suivi cette nouvelle transformation de la formation? Est-ce que tu as des retours alors qualitatifs ou même si tu as du quantitatif? Je pense que ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui nous suivent pendant ce webinaire. Alors, en qualitatif, d'abord, on a les conseillers qui étaient arrivés 2 semaines avant la formation. Donc, il y avait déjà la connaissance du milieu, qui ont pu discuter avec leurs anciens collègues, on va dire, et qui se sont dit, OK, bon, maintenant, on est sur quelque chose de beaucoup plus pro, si je peux dire ainsi. On a quelque chose qui est clé en main, accessible partout, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est vachement pratique pour le conseiller qui se déplace beaucoup en école, en salon. S'il a besoin de se refaire un petit refresh, il peut le faire. Il y en a beaucoup qui ont refait des refreshs. Grâce à Biz, on peut voir les statistiques, les heures de connexion et les modules visionnés. Quelques jours avant le début du stage, il y en a certains qui ont refait les différentes capsules pour se remémorer tout le parcours. Et cette année, on avait un petit peu moins de 60 nouveaux conseillers qui ont suivi la partie e-learning avec Bidiz. Très bien. Merci pour ces précisions. Et toi, Damien, toi qui as donc suivi cette transformation, cette digitalisation de la formation et le marketing de la formation qui a été retravaillé, est-ce que c'est la dynamique qui est observée est bien celle qui était attendue? Est-ce que par rapport au challenge qui avait été identifié de base, InSign voit des éléments à optimiser dans la proposition de formation? L'idée, c'est le challenge oui, il est déjà relevé, mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que maintenant, je pense que la marine a mis a vu tous les bénéfices aussi, parce que en fait, il y a l'intégration des nouveaux, mais aussi, je pense que en fait, c'est comme n'importe quelle entreprise, c'est une institution, mais c'est une institution qui est apprenante aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée aussi, c'est de pérenniser toute cette connaissance de comment on fait pour gérer un candidat, une candidate, le parcours, comment d'avoir aussi de partager des techniques. Donc il y a à la fois des gens en interne qui vont pouvoir demain potentiellement proposer des modules parce qu'ils sont expérimentés sur certains sujets, par exemple, n'importe quoi, l'organisation d'un salon, et en même temps pouvoir mixer ça avec de l'externe, c'est-à-dire qu'on a quand même l'apport aujourd'hui de gens qui sont spécialisés dans le recrutement, dans le talent acquisition, donc qui sont vraiment des formateurs d'ailleurs de talent acquisition manager en fait qui ont participé aussi au programme. Donc tout ça vient se retrouver au même niveau. Et l'idée après cette première étape, c'est d'aller encore plus loin l'année prochaine et d'enrichir encore plus les formations, y compris, j'ai envie de dire, pour ceux qui sont en phase de deuxième étape, quoi. Donc c'est OK, maintenant j'ai pris mon poste, je sais gérer le système d'information, je sais faire passer des entretiens. Tiens, comment je vais gérer, par exemple, je sais pas moi, les relations avec mes partenaires locaux, France Travail, les établissements scolaires, etc. Comment je prépare un salon, comment, etc., etc. Et donc, en fait, l'outil permet d'aller encore plus loin. Et ce qui se passe aussi, c'est que je pense que la marine est en train de se rendre compte que d'un point de vue théorique, elle peut encore réduire potentiellement la partie théorique de ses formations, en tout cas en valeur relative, pour mettre encore plus de pratique, qui a été, je pense, très appréciée par les nouveaux recruteurs et les nouvelles recruteuses, quoi. C'était vraiment de se dire, waouh, en fait, c'est un vrai truc, on met le pied à l'étrier, parce que c'est pas forcément évident pour quelqu'un dont on sait pas le métier, de se dire tout d'un coup, je vais me retrouver sur un salon d'étudiants ou pour l'emploi, enfin, je parle à des jeunes de mon métier, etc. Ben voilà, c'est pas genre vas-y saute dans le vide et puis apprends et vole, quoi. Donc là, c'est un peu là, je pense que le côté pratique aussi permet aussi de casser un petit peu certaines barrières et dire en fait c'est rester naturel, c'est pas compliqué, c'est à portée de tout le monde, vous connaissez bien votre institution, etc. Et on leur donne des clés supplémentaires, mais pour qu'ils soient encore plus à l'aise et qu'ils prennent, voilà, que ça soit vraiment un catalyseur. Donc, ce qui va être fait, parce qu'il faut pas oublier, tous les recruteurs et recruteuses ont accès à cet outil. Ça n'est pas que les nouveaux. Évidemment, c'est centré essentiellement sur les nouveaux, mais l'idée, c'est que ceux qui sont déjà là en poste depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, aient accès à la totalité du contenu, puissent faire des modules sur des sujets qui n'ont peut-être jamais été abordés par rapport à une cible précise, je sais pas moi, une catégorie de profil
genre en reconversion, ou des gens qui sont déjà ultra diplômés versus des gens qui ont pas forcément un niveau de qualification initiale très élevé. Enfin voilà, dire comment on traite différemment ces gens-là. Donc que l'institution, la Marine nationale, consolide un petit peu toutes ces observations, ces connaissances, et qu'elle continue à apprendre sur ce qu'est le recrutement, et qu'elle puisse la transmettre aux recruteurs. Que même ceux qui partent, en fait, laissent des choses pour les nouveaux qui arrivent, etc. Et en fait, la connaissance sur les techniques de recrutement, l'environnement de recrutement, en fait, soit de plus en plus partagée. Là où aujourd'hui, on a quand même 250 recruteurs, mais ils sont répartis. Alors, Elliot, tu parles sous contrôle sur une soixantaine, c'est ça, de centres de recrutement? C'est 62. 62 centres de recrutement. Vous voyez, vous allez avoir des centres de recrutement où en fait ils sont 3-4, et puis il y a des centres de recrutement où il n'y aura peut-être qu'une seule personne. Donc, il peut être un peu isolé et qui voilà, est toute seule à travailler dans son centre de recrutement. Alors, il y a d'autres forces armées généralement, mais quand même, c'est-à-dire des gens qui partagent. Donc, c'est aussi un outil on va dire, de consolidation de la connaissance, des pratiques et de transmission qui est assez fort, parce que du coup, ça devient vraiment un actif très long terme, en fait. Très long terme pour la marine. C'est très intéressant. Dans tout ce que tu viens de nous dire, il y a un élément qui a retenti, c'est que, de mon côté, c'est que tu disais qu'il y a peut-être aussi, du côté de la Marine nationale, la possibilité de peut-être encore digitaliser encore une partie. Et donc, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce sujet, parce que je pense que c'est vraiment intéressant si on veut avoir une sorte de méthode à extrapoler d'un secteur à un autre, et que pour les personnes qui nous suivent, elles puissent ressortir avec une information clé. Toi, demain, Elliot, si tu dois à nouveau faire ce travail donc de digitalisation d'une partie de la formation qui actuellement ne se fait qu'en présentiel, comment est-ce que tu t'y reprendrais, et est-ce qu'il y a une méthode donc qu'on peut partager à l'auditoire aujourd'hui? Bon, je ne pense pas qu'il y ait de méthode parfaite. Nous, on a lancé une première version, on va dire, de la formation digitalisée en 3 mois. On a dû prioriser certains contenus. On a, pour l'instant, fait, comme disait Damien, le socle de base, la base que doit avoir le conseiller avant de faire la partie pratique. Et comme il a dit, il nous manque beaucoup de contenu. On est conscient, il faut un petit peu de temps pour les créer, les rendre aussi assez ludiques, faciles. Il ne faut pas que le conseiller, l'apprenant, soit lassé de regarder une vidéo de 1 heure sur l'application. Il faut que ce soit ludique, fun. Quelques petites quiz aussi pour faire de l'auto-évaluation. Donc là, nous, notre projet, c'est de ramener encore 30-40% de ce qui est fait en présentiel, en distanciel, donc sur l'application Bidiz, pour avoir ensuite une vraie partie perfectionnement lors de la venue des conseillers sur les périodes de formation. Et tu saurais quantifier le temps que, enfin vous sauriez, hein, parce que Damien aussi, tu as travaillé en collaboration avec Elliot, vous sauriez quantifier la durée, enfin le temps que vous avez passé à cette digitalisation? Parce que je pense que si on a des entreprises aujourd'hui qui ne fonctionnent qu'en présentiel et qui veulent passer l'étape de digitaliser ce qui peut l'être, une crainte peut être justement le temps nécessaire. Donc ça peut sembler trop chronophage ou trop coûteux également d'un point de vue financier. Donc est-ce que vous sauriez quantifier le temps passé à cette digitalisation? C'est une très très bonne question. Plusieurs heures, ça c'est sûr. Beaucoup d'heures, parce que nous, c'était des choses qui étaient faites en présentiel, on n'avait pas de contenu de base. Donc il a fallu partir de quelques connaissances volatiles, mettre tout ça sur écrit pour ensuite, après, pouvoir l'intégrer de manière ludique. Et on avait des parties de notre formation maintenant en ligne qui étaient issues de documentation. Et donc avec l'application, on a juste eu à importer le document. Ça nous a préparé des petites fiches et après réorganiser, rendre ça un peu plus agréable visuellement en rajoutant des petites couleurs, des images, des emojis. Et heureusement, il y avait un accompagnement d'InSign là-dessus parce que ça nous a pris quand même un petit peu de temps. Je ne sais pas si Damien, toi, tu as des... Non, c'est important. Oui, alors là, c'est important parce que c'est un certain nombre de jours. Alors après, le projet en lui-même, il a duré 3 mois, je crois. Mais en fait, avec quand même, on va dire, 2 personnes à mi-temps, donc je dirais presque un équivalent temps plein si on est en langage d'entreprise. Ça va être 3 mois
mois d'un équivalent temps plein. Alors, oui, il y avait des choses, il n'y avait rien. Il y avait des choses, il y avait quand même deux, trois éléments, ne serait-ce que des PowerPoints, etc., que Elliot, du coup, a pu uploader, effectivement, et que l'outil Vidis permet de transformer. Et après, évidemment, il faut retoucher, mais en fait, il fait quand même une grosse partie du travail. Je pense que l'avantage qu'on avait, nous, à fournir à la marine, c'est qu'on connaît bien Bidis. Donc, en fait, on savait déjà en avance quels étaient les formats qu'on allait pouvoir utiliser, comment on peut profiter pleinement de la solution. Parce que c'est vrai que là, c'est important quand on connaît la solution. C'est-à-dire qu'elle a quand même beaucoup de possibilités. On a beaucoup insisté au début, vous voulez faire que de la vidéo. On a beaucoup insisté, par exemple, sur le fait de varier les formats, qui aussi permet potentiellement de casser un peu la routine par rapport à un système où on n'aurait que quelqu'un devant une vidéo avec un fond bleu qui vous parle pendant 3 heures. Même si c'est découpé en format de 5 minutes, ben en fait, vous faites quand même 3 heures en morceaux de 5 minutes, quoi. Toujours la même personne, sur un même fond. Enfin, c'est assez, ça peut être assez rasoir, quoi. Et surtout quand c'est de la théorie. Et là, en l'occurrence, il y a eu des formats différents. Il y a eu de la vidéo, il y a eu de l'audio, il y a eu de l'écrit, il y a eu différents intervenants aussi. C'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, et là, ça casse aussi un peu cette routine entre des gens de l'interne chez eux, des gens qu'on a invités de l'externe, des contenus qu'on a récupérés qui existaient déjà sous format vidéo que la marine utilisait déjà avant. Voilà, donc là aussi, c'est intéressant parce qu'il y a une richesse. Donc, je pense que ça casse un peu Voilà, pardon, je vais faire un peu le parallèle avec une formation scolaire, mais c'est un peu comme si on avait eu le même prof qui faisait tout le programme, etc. Donc, ça peut devenir un peu monotone, où là, tout d'un coup, on se retrouve avec différents profils, on se retrouve avec chacun un peu son sujet ou ses spécialités qui vient parler, et avec différents formats. Et du coup, je pense que ça aide aussi à casser un peu la routine, ça aide à côté se créer un peu riche. Par contre, oui, l'investissement, il a été conséquent au début. Le laps de temps a été assez court parce qu'il y avait quand même une volonté de mettre en ligne quelque chose très tôt, du coup, au mois de juin de cette année, hein, c'est ça. Donc, dire moins juin, juillet, parce que c'est la période où ils avaient leur affectation, donc pouvoir dire, voilà, tu as ton poste, et donc en fait, tiens, tu as accès, du coup, déjà à quelque chose en plus qui ne se fait pas ailleurs dans la marine, je veux dire, d'avoir accès à une appli, des contenus digitalisés en guise d'onboarding et de bienvenue à son poste. Tout de suite, je pense que ça a fait aussi la différence, même sur la motivation, je pense, des nouvelles équipes qui se sont senties, entre guillemets, bien accueillies dans leur nouvelle fonction. Et après, elles ont eu la partie pratique 2 mois plus tard, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. On a quand même rempli toutes les cases, même si, oui, il reste beaucoup de choses à faire. Mais j'ai envie de dire, ce qui est intéressant, c'est que quand Elliot, je trouve ça intéressant qu'il dise il nous reste beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à enrichir. En fait, il est déjà au-delà de ce que la marine faisait avant. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être rentré dans ce projet-là lui a donné, je pense, envie à la marine nationale d'aller encore plus loin, de se dire en fait, waouh, c'est faisable. Et en fait, on pourrait aller encore plus loin, sur du théorique comme sur du pratique, et de se dire, bah tiens, avant, on les formait que là-dessus, bah maintenant, on va rajouter ça, 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 parce qu'en fait, c'est possible, c'est assez accessible, ça devient simple, c'est ludique. Et ils se sont rendus compte, voilà, l'outil, les types de formats ont été validés par l'interne parce qu'ils ont été bien utilisés avec des bons retours. Donc, ils disent, bah tiens, on peut en rajouter avec des choses qui seront obligatoires, peut-être des choses qui seront pas mandatory, qui seront voilà, optionnelles pour ceux qui veulent aller plus loin en fait dans leur métier et pour bénéficier de l'expérience d'une autre recruteuse, d'un autre recruteur qui a développé telle ou telle chose. Bah, demain, c'est possible en fait. Demain, c'est possible. Donc, c'est là où c'est intéressant parce que du coup, on est dans cette dynamique de je consolide la connaissance. Et en fait, il n'y a pas que de la digitalisation. C'est-à-dire cette digitalisation, elle permet potentiellement d'aller beaucoup plus loin demain. Dans la formation, de la compléter sur des angles qui aujourd'hui n'étaient pas du tout abordés parce qu'il n'y avait pas le temps, parce qu'on préférait faire de l'entraînement sur telle ou telle chose et que du coup, c'était des sujets qui n'étaient pas abordés parce que c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Bah là, on va pouvoir mettre la cerise sur le gâteau de manière digitale. Est-ce que maintenant qu'on a un peu de recul sur ce qui a été digitalisé, vous sauriez dire le temps moyen passé par les personnes formées sur la consultation, la consommation du contenu digital versus le temps passé en session plénière théorique qui avait lieu initialement? Est-ce qu'on a une comparaison? L'idée n'est pas d'avoir le chiffre exact, mais est-ce qu'on peut avoir une belle fourchette. Voilà, exactement. Donc avant, on a dit au début, on était sur 2 semaines. Donc 5 jours
plein, 10 jours pleins, pardon. Donc ça prend du temps. Les conseillers viennent de partout en France. Donc c'est dur aussi de réussir à les regrouper tous ensemble sur une longue période. Sur la partie donc, de Biddies, on a mis à peu près 3 heures, 3 heures et demie de contenu. Si on s'en fie au petit timer qui est présent sur l'application. Et derrière, le conseiller, lui, a passé beaucoup plus de temps parce que des fois, c'est pas facile, hein, on n'arrive pas aux bonnes réponses du premier coup. Donc il faut faire un petit retour en arrière, se rafraîchir la mémoire sur la notion. En moyenne, les conseillers, ils ont passé 5 heures sur la partie e-learning. Donc c'est quand même une optimisation conséquente où on arrive à transmettre une info qui est encore plus claire qu'en présentiel et surtout plus utile. Et j'ai envie de dire qu'ils ont surtout un moyen de revenir sur ces contenus et d'avoir un vrai ancrage mémorial, parce qu'initialement, après les temps de formation en présentiel, est-ce qu'il y avait un suivi? Est-ce qu'il y avait des personnes qui pouvaient suivre ces temps de formation et qui permettaient donc aux apprenants d'avoir à nouveau avoir un refresh, si on peut dire, sur les contenus qui leur avaient été adressés? Ce qui était fait initialement, donc c'était, comme on avait dit, des petites présentations plénières, donc avec quelques PowerPoints, quelques petites vidéos qui leur étaient envoyées à la fin des 2 semaines de formation. Souvent, ça passait à la trappe. Et après, nous, la marine, on est habitués à se former quotidiennement. Et régulièrement, dès qu'on a des nouvelles spécialités, des nouveaux métiers qui arrivent dans le scope des conseillers, des nouvelles procédures internes, on fait, nous, ce qu'on organise un SRM Live, donc un Skype d'entreprise avec tous nos conseillers qui est enregistré pour ceux qui ne peuvent pas le visionner. On transmet de nouveau la bonne parole, ou du moins les bonnes informations pour avoir un petit refresh. Mais on n'avait pas le moyen de vérifier si le conseiller avait vraiment compris ce qui lui avait été donné. Là maintenant, avec Biddies et tous les petits quiz qu'on peut mettre au long de la notion, on a un vrai moyen, nous, d'identifier si ce qu'on a transmis est clair, ou alors là, il faut qu'on fasse un petit travail, nous, pour remettre en forme et redonner l'information la plus juste, ou alors voir si le conseiller peut-être une petite difficulté sur tel ou tel aspect de la formation et l'accompagner au mieux pour qu'il soit opérationnel le plus vite possible pour le recrutement. C'est vrai que là, c'est un autre avantage. Dans le temps qui était en présentiel avant, il n'y avait pas de temps d'évaluation. C'était compliqué à mettre en place. Déjà, il fallait cavaler parce qu'il y avait des temps de déplacement d'une salle à une autre, d'un site de visite à un autre, etc. Et donc, en fait, là, au moins, il y a effectivement l'évaluation faite par les quiz que, la personne a bien fait le module, deux, qu'elle a intégré les notions principales, quoi. Ça, c'est effectivement important. Qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas d'examen. Là, c'est pas un examen, ce sont des quiz, donc c'est détendu, quoi. Et il n'y a pas un coup près qui tombe en disant vous n'avez pas le droit de recruter parce que vous n'avez pas passé l'examen, mais il n'y avait pas d'évaluation, il n'y avait pas d'examen, il n'y avait rien qui était fait derrière. Il n'y avait que de la pratique, après où le recruteur ou la recruteuse se retrouvait tout seul dans son centre de recrutement. Là, au moins, il y a quand même aussi cette validation. Je veux dire, du coup, Elliot a la capacité avec les équipes de pouvoir regarder qui a fait, les taux de réussite, etc. Il peut les transmettre aux managers de région, les chefs de secteur. Voilà, ça c'est intéressant aussi. Et pour la partie présentielle, enfin la partie théorique qui est maintenue, comment est-ce que vous assurez le suivi des mises en situation et de la rétention de l'information? Parce que ça, c'est pas une partie que l'on peut suivre sur l'outil digital, mais c'est intéressant, je pense, pour notre auditoire aussi de bien comprendre que tout n'est pas digitalisé. Une partie reste, la place de l'humain et reste encore importante. Et donc, il y a toute cette partie présentielle. Mais comment est-ce que vous assurez donc ce suivi actuellement? Nous, on a même utilisé Biddies pour la partie présentielle. En avance de phase, on a mis quelques petits contenus avec une petite vidéo présentation de ce qui allait les attendre sur la semaine de formation en présentiel, avec aussi un petit quiz sur leurs attentes, pour récolter leurs attentes et adapter la formation au mieux. Et à l'issue de la formation, on a remis du coup une petite vidéo de finale qui compile toutes les informations qui ont été transmises et les petits documents récap des ateliers qui ont été faits.
Et aussi, surtout, un questionnaire, nous, qui a été important, c'est un petit questionnaire de satisfaction sur la formation qu'ils ont pu avoir en ligne, avec 8-10 sur l'application, et sur la partie nouveaux modules en présentiel. Donc, on a pu mesurer, grâce à l'appli, leur retour. Là, si on devait donner un chiffre global, on serait sur un ratio, je pense, de 10-15% de théorie qui a été digitalisée versus 90-85% de la formation qui reste en présentiel. Je ne dis pas de bêtises, vous me C'est à peu près confirmez ça, ouais. En termes de temps, oui. En termes de temps passé, ouais. En termes de temps passé. Et vu que là, on s'est dit à trois qu'on était sur une première version de cette proposition de formation, la version, l'étape d'après que vous aviez décrit tout à l'heure précédemment, elle serait de quoi? Enfin, elle serait de quel comment dire? Elle serait de quel niveau? Est-ce qu'on veut encore plus digitaliser? Est-ce qu'on veut, maintenant qu'on a on a des capacités, parce qu'on a libéré du temps sur le suivi de la formation, on va mettre l'accent sur la partie présentielle. Enfin, c'est quoi j'ai envie de dire. Si je peux me permettre, je parle sous ton contrôle, Elliot, mais pour moi, c'est davantage ajouter des nouveautés, des nouveaux sujets, que de digitaliser ce qui est fait, parce qu'on a quand même réduit, la marine a quand même réduit vraiment la partie très théorique pour être vraiment dans la pratique. C'est-à-dire qu'en fait, je dois faire pour être complètement transparent et précis. Hein. En gros, j'arrive sur l'outil, je fais ma formation, faire passer un entretien, je fais mes formations, ouvrir un dossier de recrutement, etc. Là, du coup, en fait, dès qu'ils vont arriver en présentiel, ils vont être dans la pratique. Vas-y, ouvre-moi un dossier. Tiens, voilà, tu es en entretien avec un candidat qui a tel profil. Donc, c'est en plus des jeux de rôle. Donc, on est dans l'entraînement, dans la pratique directe, avec en fait quelqu'un qui est quand même une professionnelle en fait du sujet, qui va les accompagner, qui corrige après en temps réel en disant voilà, là, tu as posé telle question, tu n'aurais pas dû poser la question comme ça, la réponse que tu as donnée, tu aurais peut-être dû plus un peu l'anglais par rapport au profil du candidat ou de la candidate, etc. Donc, on est quand même déjà directement dans la pratique, la théorie a été faite avant. Donc, cette pratique, elle reste quand même importante. C'est quand même le nerf de la guerre, on va dire entre guillemets, sans jeu de mots, de pouvoir faire passer des entretiens de qualité pour évaluer un profil de candidate, aller sur un salon pour pouvoir parler, prendre la parole, parler de la marine, etc., en rencontrant simplement de jeunes étudiants, leurs parents, etc., d'avoir du coup ce côté naturel, être capable de poser les bonnes questions pour être dans un côté un peu, qualification du besoin des profils qu'on a en face et engager la conversation. Donc ça restera quand même un point important parce que c'est là où l'effet de levier est énorme pour le recrutement. Par contre, je parle sous ton contrôle, mais l'idée n'étant pas de digitaliser plus ça, par contre, c'est d'aller aborder des sujets qui aujourd'hui ne sont pas abordés dans la formation. Et justement, de se dire, aller un peu plus loin, par exemple, dans la préparation d'un salon, aller un peu plus loin, par exemple, dans la relation avec ce que sont les prescripteurs locaux. C'est-à-dire, en fait, le monde de l'éducation, France Travail, le monde de l'emploi local, les institutionnels locaux, qui aujourd'hui sont des sujets qui ne sont pas du tout abordés, en fait, dans la formation parce qu'ils ne sont pas au cœur. Ils sont importants, mais ils sont un peu plus périphériques. Est-ce qu'il y aura de la pratique sur cette partie-là? On verra. Mais l'avantage qu'on a, c'est de se dire, aujourd'hui, le cœur de la pratique, il est quand même sur le contact avec le candidat, il est quand même sur le contact avec les proches du candidat, la qualification des profils, la motivation de ces profils-là, poser les bonnes questions, apporter les bonnes réponses. Et de l'autre côté, là, l'outil B10, le LMS, va servir à rajouter en fait des sujets qui aujourd'hui ne sont pas abordés. Et ne pourrait pas l'être ni d'un point de vue présentiel, pour question de temps sur un point de vue présentiel, et parce qu'en plus, je pense que, à mon avis, s'il y avait encore plus de temps d'un point de vue présentiel, ce temps-là, il serait peut-être encore utilisé pour encore renforcer le côté cœur du sujet, de faire passer des entretiens, rencontrer des candidats, etc. C'est super intéressant et je me pose la question, est-ce que il y a des éléments qui initialement étaient présentés, enfin qui faisaient partie du programme de formation et qui, avec la nouvelle proposition hybride, ne sont plus du tout abordés? Parce qu'il y a des éléments qui ont été gardés mais retravaillés au format digital. Il y a des éléments qui nécessitaient beaucoup plus de mise en pratique, auquel cas ça a été transformé, ça a été gardé et amplifié avec un temps plus important
de mise en pratique, mais est-ce qu'il y a des éléments qui ont en fait été élagués parce que ce travail que vous avez fait de revoir le service de formation des recruteurs a permis de mettre en évidence des éléments qui n'étaient finalement pas nécessaires, qui étaient un peu facultatifs ou qui venaient, si j'ose dire, employer le terme, habiller plutôt le programme de formation, mais n'étaient pas nécessaires. Alors, on n'a pas digitalisé une partie des primo-formations, notamment tout ce qui va être présentation des cursus, dispositifs qu'on peut avoir avant un recrutement et au pré-recrutement. Tout ça, on l'a pas mis dans la V1 parce que ça vient, on va dire, après toute la partie technique, animer un salon, faire passer un entretien, qui était primordial. On l'avait en version en ligne, en vidéo, mais on l'a du coup intensifié en pratique. On l'a même pas intensifié, on l'a ajouté, parce qu'avant, on n'avait pas le temps sur les 2 semaines de pouvoir le faire. Donc là, on s'est vraiment professionnalisé là-dessus, en supprimant, donc en réduisant au minimum vital la partie e-learning V1, les V1. Mais par contre, dans la V2, on aura une autre partie plus optionnelle, donc des contenus non mandatory, si je dis pas de bêtises, Damien, qui seront ajoutés du coup en second temps facultatif, une fois que le conseiller aura fait le socle de base. Très bien. J'avais en tête plutôt peut-être des éléments de type visite sur site qui permettent aux apprenants aussi d'un peu plus s'immerger. Peut-être que tu pourras décrire d'ailleurs les différents sites, parce que c'est quand même ce qui est intéressant quand même, c'est que le public de la Marine nationale a des sites spécifiques que d'autres secteurs n'auraient pas. Mais donc, je pensais à la visite de, je sais pas, une base aéronautique ou des sites vraiment spécifiques à la Marine nationale qui avant été faits de manière... Enfin, les visites étaient donc immersives parce cela permettait aux personnes formées de visiter ces différents sites. Mais cette partie-là, il me semble maintenant, ne fait plus partie de l'offre de la formation. Tu me confirmes que c'est bien le cas? C'est bien le cas. Toute la première semaine de formation qui était dédiée aux forces, présentation des forces et des écoles. Donc le conseiller, sur une semaine, allait dans les écoles, au centre d'instruction navale à Brest, voir l'école des Mousses, l'école de Mestrance. Ensuite, il partait visiter des bâtiments de surface, donc les bateaux gris, pour faire simple. Il allait ensuite visiter des simulateurs de la dissuasion nucléaire, donc les SNLE, donc les petites boîtes noires sous l'eau, pour faire encore plus simple. Il allait voir les avions et les hélicos sur l'Andivisio. Il voyait vraiment tout le champ du militaire. Champ qu'il connaît de par son ancienneté dans la marine, et donc qui n'est pas primordial. Et on a l'avantage sur l'ensemble de nos conseillers d'avoir quasiment tous les métiers et les spécialités représentés. On n'a pas que des boulangers qui sont conseillers en recrutement, on n'a pas que des mécaniciens, on a vraiment toute l'architecture de la marine qui est représentée dans le CIRFA. Et ce qui leur permet, entre eux, ensuite, je vais appeler le conseiller du CIRFA de Metz parce que je sais que lui, il est boulanger et moi, je suis mécanicien. Il pourra peut-être me donner quelques conseils pour présenter le métier aux candidats. On parle quand même essentiellement dans le public des conseillers en recrutement. Il y a quand même beaucoup des gens qui ont quand même déjà un certain nombre d'années de présence dans la Marine nationale et qui, du coup, ont été opérationnels, donc ont été sur des bâtiments, donc ont vu d'autres gens qui font d'autres métiers, ont été sur des bases navales, hein, voilà, parce qu'il n'y en a pas non plus tant que ça, hein, Brest, Cherbourg, Toulon, etc. Donc c'est assez concentré géographiquement, donc ils sont au contact en fait des autres métiers de toute façon. Donc, ils ont forcément rencontré, voilà, sur les bases en fait, d'autres gens qui sont pilotes d'hélicoptères, même si eux ils étaient sur un sous-marin, etc. Donc il n'y a rien à voir, il n'y a pas mais en fait ils ont pu rencontrer ces gens-là, ils ont forcément été un petit peu au contact avec eux. C'est des gens qui ont quand même un certain nombre d'années de présence dans l'entreprise, quoi. Donc c'est un peu comme si toi, Lisa, on te demandait de recruter pour Bidiz. Tu connais un peu quand même tous les différents métiers, etc. C'était une répétition générale, donc qui n'était pas inutile et qui, en fait, du coup, a été jugée comme n'étant pas forcément prioritaire. Voilà. C'est intéressant parce que je vois le temps filer. L'idée, c'est pour moi aussi peut-être d'avoir une conclusion, une sorte de revue d'ensemble parce que même s'il n'y a pas de méthode, tu l'as dit tout à l'heure, Elliot, de méthode magique, là, si on doit prendre un peu de recul sur un projet qui était initialement à 100% présentiel, qui est rendu hybride avec un ratio donc,
10% de la partie théorique versus 90% de la partie en présentiel pour de la mise en situation. On voit que le travail qui a pris quand même plusieurs jours pour digitaliser a permis de mettre en évidence qu'il y avait des éléments qui pouvaient être enlevés du programme de formation initiale, des éléments qui devaient être gardés mais transformés au format digital, et puis d'autres éléments qui, eux, à l'inverse, devaient être au cœur même de la formation. Et donc, eux, ils ont été gardés pour être travaillés en forme de mise en situation en format présentiel. Donc, ce n'est peut-être pas une méthode idéale, mais on a comme ça, en fait, la typologie du projet, et ça peut intéresser donc les responsables formation qui eux-mêmes ont des enjeux de digitalisation de leur offre de formation qui est initialement en présentiel. Il nous reste 15 petites minutes. J'en profite pour indiquer aux personnes qui le souhaitent que le chat est ouvert et que vous pouvez donc poser des questions si vous avez des éléments spécifiques sur lesquels vous voudriez que l'on revienne ou voilà, des questions pour élargir la discussion. N'hésitez pas, on prendra le temps d'y répondre. Et en attendant qu'il y ait des questions tout de même, Damien, pour ouvrir la discussion, donc là on a traité le cas de la Marine nationale. Est-ce que tu aurais, parce que donc là c'est quand même assez spécifique, hein, le contexte, les enjeux. Est-ce que tu vois des éléments qui peuvent être repris dans d'autres secteurs, dans d'autres secteurs d'activité, qui pourraient donc inspirer notre auditoire aujourd'hui? Oui, forcément. Alors, quand tu parlais de méthodologie tout à l'heure, de se dire, en fait, nous, on a quand même travaillé, mais le boulot avait déjà été un peu fait parce qu'il y avait quand même une formation qui existait. Donc, c'est pas comme si on partait de zéro, puisqu'il y avait déjà une formation en présentiel. Dans la méthodologie, il y a quand même eu un découpage de, voilà, un conseiller en recrutement, qu'est-ce qu'il doit faire, à quelle situation on va se retrouver confronté, quels outils il doit savoir utiliser. Donc, il y a eu quand même cet inventaire-là. Et après, du coup, dans l'inventaire, effectivement, de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on digitalise? Qu'est-ce qu'on met de côté? Qu'est-ce qu'on va mettre en pratique, quoi? Ça, c'est le premier point. Oui, dans ce projet-là, dans ce type de sujet-là, moi, pour l'avoir vécu, même personnellement dans mon entreprise et vu chez d'autres, il y a tous les processus d'onboarding. Parce que quelque part, ce ne sont pas les gens qui rejoignent la Marine nationale, les conseillers en recrutement, mais on pourrait très bien se dire, ça serait exactement la même chose si c'est des gens qui prenaient leur poste et qui rentraient dans l'institution directement. Ce type de dispositif-là, je pense qu'il s'y prête bien aussi à l'onboarding de collaborateurs, collaboratrices. Nous, on avait par exemple beaucoup de formations en présentiel quand les nouveaux collaborateurs arrivaient. On était beaucoup moins organisés que la Marine, c'est-à-dire qu'en fait, c'était au fil de l'eau dans l'année. On avait cette problématique-là qui était assez compliquée de se dire, en fait, potentiellement, tu peux avoir quelqu'un de nouveau qui arrive toutes les semaines. Et si tu voulais faire un onboarding de qualité en présentiel, bah, tu pouvais pas le faire parce que ça embarquait un certain nombre de personnes au RH, à la direction, au fond support, etc. Et donc de dire, on va attendre que la personne ait déjà fait un mois en fait dans l'entreprise pour dire, bah, tous les mois il y a une session de 3 jours qui est ouverte à tous les nouveaux. Bah, alors, bah, celui qui est arrivé juste après la session, bah, il va attendre un mois supplémentaire. Donc on se retrouve exactement dans la même problématique que la Marine nationale, c'est-à-dire d'avoir une formation qui arrive à leur métier alors qu'en fait ils sont déjà en poste depuis un mois. Donc c'est un peu dommage. Et voilà, donc là, on a digitalisé cette partie-là aussi, ne serait-ce que sur la partie onboarding, en fait, de se dire déjà, ça peut être un très bon outil pour onboarder quelqu'un sur son poste ou sur une entreprise, en fait. Là, en l'occurrence, ils ne sont pas onboardés sur la Marine, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur présenter la Marine nationale, comment elle est organisée, à quoi ça sert, parce qu'ils sont déjà là depuis un certain nombre d'années. La plupart du temps, on ne commence pas sa carrière dans la Marine comme conseiller en recrutement, la plupart du temps. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. C'est quelque chose déjà, on va vous mettre en poste à partir du moment où vous connaissez déjà en fait l'institution. Mais ça pourrait très bien être le cas, ce type de projet peut très bien être utilisé dans le cas d'onboarding pour présenter des ERP, voilà comment on est organisé, l'historique de l'entreprise, qui fait quoi dans la boîte, etc. Et ça, c'est assez intéressant. Et aussi, du coup, d'avoir quelque chose qui est un peu obligatoire pour tous ceux qui arrivent en disant, quand tu prends ton poste dans cette entreprise ou cette institution, voilà tout ce que tu dois savoir. Et puis après, d'accompagner les autres pour aller encore un peu plus loin. En l'occurrence, par exemple, nous, Insign, on est aussi équipé de BDIS et on l'organise, on l'utilise de cette manière-là où il y a à la fois des sujets d'onboarding et puis il y a des choses un peu, j'ai envie de dire,
level 1, level 2, level 3, où s'il y a des experts après chez nous en fait qui travaillent sur des sujets, qui partagent en interne en fait certaines pratiques, certaines méthodes ou certains outils même techniques, et du coup qui font des formations par rapport à ça, et ça permet aux collaborateurs, collaboratrices, soit parce que dans leur job, ils vont être confrontés à ça, du coup, de se former là-dessus, soit carrément de monter en compétence et de se dire, bah, tiens, j'ai envie d'aller un peu plus loin, ou même par curiosité, parce que c'est des modules qui sont assez courts, hein. On est sur du micro-learning par moment. C'est en fait, tiens, je vais faire 10 minutes pour voir en fait la techno qu'utilise le groupe d'à côté, quoi, l'équipe d'à côté. Et du coup, ça favorise aussi l'hybridation, la connaissance de l'autre, les interactions. Moi, j'y crois beaucoup, en fait, en se disant, voilà, c'est la consolidation et la transmission de connaissances. De toute façon, c'est que bénéfique, en fait, pour les entreprises, quelles qu'elles soient, même si c'est pour des équipes terrain, des gestes métiers, techniques, de quelqu'un qui travaille, je dis n'importe quoi, sur un chantier, etc. Enfin, c'est extrêmement, pour moi, c'est extrêmement important. Ça peut être utilisé de plein de manières différentes, mais j'y vois vraiment un sujet dans un contexte encore plus, parce que là, c'est pas trop le cas de la marine, hein, qui a quand même des niveaux de fidélité qui dépassent les 10 ans, hein, en moyenne, hein, donc je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aimeraient avoir ça, mais la plupart des entreprises, et c'est spécifique, pardon, quand on parle du recrutement, parce que du coup, comme il y a un changement de poste tous les 3 ans, etc., mais on a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des niveaux de fidélité moyens qui sont beaucoup plus faibles. Et de se dire, je capitalise sur ce que connaît déjà l'entreprise, sur les méthodes qu'elle a éprouvées, les gestes métiers qu'elle a éprouvés, ce qu'elle a pu observer de son marché, de ses clients, enfin peu importe du terrain, et je le consolide et du coup je le rends à disposition pardon, des futurs recrues ou des gens qui vont changer de poste en interne pour à nouveau, pareil, capitaliser, gagner en productivité, à catalyser une prise de poste. Enfin, pour moi, c'est déterminant. Dans un contexte où on voit bien que le turnover fait qu'augmenter, quoi, d'une manière globale. Donc, la consolidation de la connaissance, elle est importante. On dit souvent en moyenne que l'impact économique, et là je parle évidemment un peu moins au monde public, mais au monde de l'entreprise, l'impact économique de quelqu'un qui s'en va, c'est de 6 à 9 mois de son salaire. Parce qu'il y a une perte de productivité notamment, parce qu'il y a une perte de connaissances notamment. Il y a aussi plein d'autres choses, il faut le remplacer, il faut évidemment, mais à la fois je trouve que ce type d'outil, ça permet d'améliorer l'expérience collaboratrice-collaborateur, parce que tout d'un coup, ils sont davantage pris en considération, et je pense que même au sein de la marine, il y a eu cet effet-là. C'est-à-dire pour ceux qui prenaient leur poste de recruteur, c'est tout d'un coup, waouh, il y a un outil dédié à ma formation, quoi. C'est pas juste une formation présentielle, ils ont fait l'effort de faire un programme de formation. Donc en termes d'expérience, en plus voilà, c'est digitalisé, c'est en ligne sur ordinateur, c'est sur appli, etc. Et en plus derrière, non seulement ça permet de fidéliser, mais derrière, ça permet d'atténuer justement cet impact d'un turnover qui, dans la marine, est obligatoire et structuré, parce que l'institution fonctionne comme ça, mais dans beaucoup d'entreprises le subissent, quoi. Avec justement, je recrute quelqu'un, j'ai dépensé beaucoup de temps à recruter, mais derrière, le temps qui se forme, le temps qui soit aussi efficace que la personne qui remplace, en fait, il y a cette perte de productivité. Ce type d'outil peut aider à compenser ça, et aussi, je pense, probablement dans une moindre mesure, mais améliorer l'expérience collaborateur et potentiellement fidéliser davantage aussi. Il y a les deux versants. Mais évidemment, le prioritaire, c'est bien cette mesure d'impact de j'ai quelqu'un qui prend un poste, comment je fais pour qu'elle soit le plus efficace, le plus rapidement possible, en fait. C'est le constat que tu dresses en conclusion est vraiment très intéressant. Je prends la petite question d'Anne-Sophie qui nous demande s'il y a un compte-rendu de tout ce qui est partagé, parce qu'on a quand même partagé de la matière, de manière orale certes. La question étant, est-ce qu'il y a un compte-rendu qui sera partagé? Alors sachez que le webinaire actuel sera disponible en replay, mais qu'il n'y aura pas de compte-rendu spécifique. Et notamment, vu que la Marine nationale ne peut pas externaliser l'ensemble des ressources qui ont été créées, on a pris le parti de ne pas vous présenter de la matière directement aujourd'hui, mais juste d'évoquer ce qui pouvait être évoqué à l'oral. Et d'ailleurs, merci beaucoup, Elliot, d'avoir joué le jeu, de décrire ce projet. Donc non, il n'y aura pas de compte-rendu ou de ressources explicites sur le projet de la Marine nationale, autre que ce qui aura été partagé aujourd'hui. Pas de quoi, Anne-Sophie. Une autre question pour
clôturer peut-être, parce qu'il nous reste quelques petites minutes pour toi, Elliot, comment faire pour les populations qui ont du mal avec le digital? Alors, je ne sais pas si au niveau de la population qui a été formée, on n'était que sur des populations plutôt jeunes, enclines à utiliser du digital ou pas, mais ça peut être intéressant parce que là, effectivement, on a le cas de la Marine nationale, mais ça peut être, la réponse peut être intéressante pour tout secteur et pour tout type d'activité. Alors, nous, dans nos conseillers, on a toutes générations confondues. On va avoir de jeunes marins qui sont là depuis 6-8 ans dans l'institution, et puis d'autres qui sont déjà à une vingtaine d'années. Donc, l'écart d'âge fait que on n'a pas tous le même attrait au digital, à l'utilisation des applications sur mobile. Je pense que le fait qu'il y ait aussi que BD soit disponible avec toutes les fonctionnalités qu'elle propose sur le device, donc sur ordinateur, ça a aidé les personnes qui étaient un peu moins axées smartphone. Donc on n'a pas eu trop de distorsion entre une jeune population et puis une moins jeune. Tout le monde s'y est mis, tout le monde a trouvé ça ludique, et il y a même des plus vieux pour pas froisser tout le monde, hein, donc proche des 40-50 ans, qui utilisaient l'application mobile pour générer des quiz automatiques pour avoir le maximum de points. Donc c'est même les plus anciennes générations qui sont mis au jeu et à fond dedans pour être au top du top dans la formation. Et au niveau des contraintes pour les personnes qui utilisaient notamment leur téléphone, est-ce qu'on est sur des populations qui avaient à disposition un téléphone, enfin utilisaient leur téléphone personnel, ou on est sur des devices partagés, ou est-ce qu'on a des devices professionnels qui sont mis à disposition? Alors ils étaient tous sur la partie mobile, donc sur leur téléphone personnel, et après sur la partie e-learning. Le fait d'être militaire, on travaille sur des systèmes qui sont différents du monde civil. On a la chance, si je peux le dire, d'avoir BDiz en accès libre sur notre ordinateur de mode pro. Donc certains l'ont fait, mais la plupart, comme on a la partie formation en avance de phase, et quand on est sur un bateau, on n'a pas forcément accès à un ordinateur portable boulot, et ils l'ont fait depuis chez eux sur leur portable ou tablette. Beaucoup ont utilisé la tablette. Très intéressant. Donc là, si je dois résumer, on est quand même sur un projet qui a permis de gagner du temps dans la consommation du contenu théorique, et de gagner en éléments pratico-pratiques au niveau présentiel. Et sur la partie digitale, là où on peut avoir parfois des objections, des craintes potentielles sur l'utilisation du digital, et bien on voit que même avec une population très hétérogène, avec des plus jeunes enclines à utiliser son téléphone ordinateur et des populations plus seniors, plutôt que le mot vieux, je vais utiliser, on voit qu'il n'y a pas forcément de difficulté, que sur l'ensemble de la population, on a une homogénéité dans la consommation de la formation, parce qu'elle est rendue accessible, elle est rendue ludique aussi, tu l'avais mentionné Elliot, et elle a été bien travaillée, bien pensée, bien affinée pour que ce qui doit être théorique puisse être consommé en autonomie, et ce qui puisse être en présentiel soit maintenu en présentiel. Est-ce que l'un de vous voudrait rajouter un mot à cette conclusion globale, si on devait résumer le beau projet de formation des recruteurs de la Marine nationale? Vas-y Damien, je te laisse commencer. Pour résumer le projet, le conclure, non, moi je pense que c'est intéressant. Je reviens de nouveau sur le côté de l'apprentissage, la consolidation de la connaissance et sa transmission. Pour moi, c'est quelque chose qu'il y a dans n'importe quelle autre entreprise qui devient essentiel, et je pense que la marine a aussi dans cet enjeu-là, et qui, au-delà même de... Ce que je trouve intéressant, c'est au-delà même de se dire, tiens, j'ai un minimum standard qui est appliqué à tous les recruteurs et toutes les recruteuses qui prennent leur poste, et qu'en fait, je sais très bien, je vois ce qui est en train de se poindre, c'est que ça va aller plus loin du coup. Je pense qu'il y a les nouveaux angles qui vont être abordés, qui vont être intégrés dans cet outil, donc dans le programme de formation global, qu'il soit finalement de manière digitale ou présentielle. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas juste digitaliser, c'est pas juste gagner du temps, même si c'est important, mais c'est que du coup, ça va aussi permettre, ce temps gagné, d'aller explorer des nouveaux sujets et tirer en fait tout le monde vers le haut. Voilà. Super. Peut-être Elliot, parce que j'imagine que ton discours rejoindrait celui de Damien,
Le mot peut-être de la fin, ça serait si tu devais en quelques mots convaincre notre auditoire de passer le cap de la transformation d'une offre de formation qui se fait qu'en présentiel, vu que toi tu l'as expérimenté, que tu as suivi ce projet, comment est-ce que tu arriverais à convaincre, quels seraient tes mots pour convaincre notre auditoire? En tout cas, qu'est-ce qui pourrait les inspirer à sauter le pas? Pour avoir vécu les deux pans, l'ancienne génération de formation et la nouvelle, en construisant une formation du coup digitalisée, on a revu toute notre partie de formation interne. Donc on a mis beaucoup plus sur la partie pratique, technique. Donc nous, on a gagné en performance de nos conseillers, mais même eux, les conseillers, donc, sont maintenant beaucoup plus à l'aise aussi. Ils ont gagné en confiance et aussi en technicité. Super. Gain de confiance et gain de capacité. Moi, je pense que tu tiens les mots de la fin réellement. On est arrivé à bout de ce webinaire. Je vous remercie tous les deux, Damien et Elliot, d'avoir pris le temps de décrire ce projet. Et bravo pour les travaux effectués. J'espère qu'on pourra avoir un deuxième webinaire dans peut-être 1 ou 2 ans, où on aura donc l'après de ce dispositif mis en place. Merci également à toutes les personnes qui ont suivi ce webinaire. Vous l'aurez à disposition donc en replay. Et je vous dis peut-être à très bientôt pour notre webinaire. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde. Merci, bonne journée.